France 24, LCP. Public Sénat présente. Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg, dans une Europe qui encaisse le choc d'un conflit en Iran qu'elle n'a pas voulu, mais qu'elle subit. Si les 27 sont globalement prudents dans leur réaction aux frappes américano-israéliennes, ils montrent aussi quelques hésitations dans leur analyse et leur réponse. Faut-il des initiatives de défense fortes? Faut-il faire pression sur les États-Unis et Israël pour une issue rapide? Une chose est sûre, les prix du pétrole et du gaz flambent et l'UE cherche les moyens de limiter les dégâts de ce choc énergétique. Oui, et puis certains dirigeants, à l'image du chancelier allemand conservateur Friedrich Merz, commencent à s'inquiéter d'une vague de réfugiés iraniens fuyant les bombes et le régime des mollahs en pleine répression. Si l'Iran cible par ailleurs les pays du Proche-Orient pour les déstabiliser, il pourrait aussi être tenté par des actions terroristes contre les Occidentaux et pourquoi pas les Européens. Alors comment l'Union européenne peut-elle relever le défi d'un apaisement alors qu'elle a si peu l'oreille de Donald Trump? Pour en parler, nous recevons deux eurodéputés. Isabelle Wiesler-Lima, bonjour. Bonjour. Vous êtes luxembourgeoise et siégez au sein du groupe du PPE, ici à la droite de l'hémicycle. Javier Moreno-Sanchez, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Espagnol, des socialistes et démocrates ici à la gauche de l'hémicycle au Parlement. Une guerre en Iran, on le disait, déclenchée en accord entre Netanyahou et Donald Trump. Votre pays, l'Espagne, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, a été l'un des rares à parler haut et fort d'une violation grave du droit international. Vous auriez aimé être plus suivi ? Non à la guerre, non à la guerre. C'est le message du Premier ministre Pedro Sánchez. Et quand il dit non à la guerre, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut respecter le droit international. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a construit un ordre international pas parfait, mais basé sur des règles. Et maintenant, deux messieurs décident de bombarder un pays sans consulter personne, sans aucune légalité. Alors oui, nous tous condamnons le régime iranien, le régime des ayatollahs autoritaires, répressifs, violents, tous. Mais pendant des décennies, on n'en a pas parlé. Enfin, on en parlait, mais... Et tout à coup, on décide d'attaquer sans passer par les Nations Unies. Donc, effectivement, je pense que la force qu'a le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, c'est qu'en fait, les gens sont avec lui. Les gens ne veulent pas de guerre. Et notamment en Espagne, on en a assez vécu des guerres, notamment une guerre civile. Le peuple est anti-guerre. Mon fils, il ne veut pas aller à la guerre. Donc il faut trouver des solutions. Et comme vous disiez dans votre introduction, nous allons payer le prix. Parce que les Américains savent faire la guerre, mais ils ne savent pas faire la paix. Donc pour reconstruire tout ça, c'est l'Europe qui va devoir s'activer et payer les pots cassés d'une guerre qu'on ne veut pas. On n'en veut pas de cette guerre. Isabelle Wiesler-Lima, pourquoi les Européens, à l'exception de l'Espagne, donc, n'ont-ils pas osé condamner cette guerre au contour très flou? Est-ce qu'au fond, on a encore eu peur de Donald Trump? Je ne dirais absolument pas que les Européens ont eu peur. Je ne pense pas que c'est à ce niveau-là. Vous avez du côté d'Israël, je ne suis pas en train de défendre ce qui s'est fait, mais vous avez cette peur existentielle. Ils ressentent comme une menace existentielle l'attitude de l'Iran face à eux. Et nous sommes vraiment dans une situation où ils ont... J'ai entendu des experts français d'ailleurs dans une émission qui justement débattaient du fait est-ce que ça peut se justifier dans le cadre du droit international ou non, et qui analysaient le fait qu'il y a cette menace très claire de l'Iran qui dit qu'il veut détruire Israël. Donc pour eux c'est existentiel et ils cherchent à combattre des régimes qui leur en veulent à mort. Et qui donc est dans cette logique-là. Mais nous, moi, je ne suis absolument pas... Où est-ce qu'on en est, les Européens, par rapport à ça? Mais les Européens n'ont pas l'oreille ni des uns ni des autres, ni de l'Iran, ni des États-Unis, ni d'Israël. Vous savez, on est dans une logique, justement, nous, en tant qu'Européens, nous demandons
qu'on respecte le droit international, nous demandons qu'on traite les choses d'une manière diplomatique, mais quand vous avez en face de vous des gens qui justement ne respectent pas le droit international, parce qu'il ne faut pas dire que l'Iran respecte le droit international. Vous savez, nous, on lève souvent la bannière du droit international quand c'est les Européens, quand c'est les États-Unis, quand c'est les démocraties qui, en fait, dont on attend qu'elles respectent le droit international. Mais nous sommes face à des régimes autoritaires qui ne le respectent pas. Il ne faut pas non plus oublier cela. Alors, plusieurs pays quand même, Monsieur Moreno Sanchez, dont la France ont envoyé des navires pour protéger l'île de Chypre, qui était touchée par un drone iranien en Méditerranée, un drone qui visait la base militaire anglaise. Donc, Chypre, membre de l'Union européenne. La France déploie aussi des forces près du détroit d'Ormuz, bloqué par le régime iranien. Il faut montrer nos muscles à ce stade quand même. On ne veut pas la guerre, mais est-ce qu'il ne faut pas montrer nos muscles pour défendre nos intérêts européens? Tout à fait, notamment appliquer l'article 42.7 du traité, qui est un peu le miroir de l'article 5 de l'OTAN. Sur la défense mutuelle entre les membres de l'Union européenne. Et je vous dis, il y a une frégate espagnole, Cristóbal Colón, qui est arrivée, donc le gouvernement espagnol, pour épauler le porte-avions Charles de Gaulle, parce qu'effectivement, comme on disait au début, on va payer les conséquences d'une guerre qu'on n'a pas voulu. Donc l'Espagne, enfin personne, les Européens n'ont pas voulu de cette guerre. En tout cas l'Espagne n'en a pas voulu. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, si un membre est attaqué, il faut réagir. Et l'Espagne est très cohérente. Le gouvernement de Pedro Sánchez est très cohérent. Non à la guerre illégale, mais oui à la protection de l'Union européenne et d'un de ses membres qui est attaqué. Alors on a commencé à en parler, mais l'impact de cette guerre se fait durement ressentir en Europe avec un choc notamment pétrolier et gazier. Le commissaire à l'économie s'en inquiète. Écoutons-le. Si cette situation perdure, avec des perturbations du trafic maritime dans le golfe d'Ormuz et des attaques contre les infrastructures énergétiques des États du Golfe, elle pourrait entraîner un choc stagflationniste important sur l'économie mondiale et européenne, avec une hausse des prix de l'énergie. Madame Wissler-Lima, on est en train de se prendre un nouveau choc énergétique majeur en Europe avec cette guerre en Iran? Il faut voir comment elle va continuer, quelle sera la durée de cette guerre. Mais c'est vrai que ça a une incidence terrible en fait sur le quotidien. On le voit déjà aujourd'hui. Les personnes qui nous écoutent le voient quand ils vont mettre de l'essence dans leur voiture. Et puis il y a ce gros risque pour les particuliers, mais aussi pour nos entreprises. Le prix de l'énergie qui augmente de manière absolument démesurée. Et nos stocks sont très bas. Nos stocks qui sont de gaz qui sont en particulier très bas, en dessous de ce qui était prévu. C'est bien ce que je disais, c'est en fait que pour nous, c'est déjà un problème, mais dans la perspective, dans le fait qu'il faut s'organiser le plus possible, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre. Si elle ne dure pas trop longtemps, on va réussir, avec nos réserves, quand même, à passer ce cap, mais sinon, ça va être très compliqué. Et je dois aussi dire que pour la guerre qui est menée sur notre continent, de la Russie contre l'Ukraine, c'est aussi un problème parce que économiquement, ça profite à la Russie. Le baril à 100 $. Un réel problème. Et puis, il y a la déstabilisation dans nos pays. Nous savons bien à quel point ça touche les personnes, chaque personne individuellement, quand ces prix-là augmentent et quand il y a une déstabilisation économique. Or, nous devons défendre nos démocraties. Il y a toujours des difficultés au niveau de la stabilité, de la cohérence démocratique quand il y a une telle déstabilisation. Et tout ça vous va parlez dans le contre sens... le populisme, en l'occurrence contre les partis populistes. Tout à fait, ça va dans le sens d'une déstabilisation de notre démocratie qui est un réel problème. Alors justement, Javier Moreno Sanchez, les 27, la Commission cherche des solutions. On a un peu ouvert la boîte à idées. Faut-il piocher dans les stocks stratégiques? D'autres avancent l'idée de supprimer pour un certain temps la taxe carbone aux frontières pour faire baisser les prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, toutes les solutions sont à envisager, mais ce n'est pas le premier choc énergétique qu'on subit. L'agression de Poutine à l'Ukraine, je vous rappelle que ça fait flamber les prix parce qu'on était dépendant du gaz russe. Donc avec les sanctions, on a eu la facture énergétique qui a augmenté. Et ce qui nous pousse à vraiment... C'est vrai que c'est la partie progressiste de ce Parlement qui pousse pour les énergies renouvelables.
L'Espagne, on s'en sort bien parce qu'on est dans les premiers. On a la part énergétique qui est due aux énergies renouvelables, qui nous permet, bon, il y a aussi l'exception ibérique, qui nous permet d'avoir des factures énergétiques qui sont stables. Donc, il faut qu'on en parle beaucoup ces dernières années, de l'auto-indépendance énergétique. Il y a un plan de la Commission qui parle essentiellement des petits réacteurs nucléaires, qui veut les financer. Alors voilà. maintenant, il y a le grand débat, est-ce qu'on remet le nucléaire ou... pour nous, la position est claire. On doit aller sur les renouvelables qui en plus, créent beaucoup d'emplois et qui sont propres et qui sont l'avenir. Alors, c'est clair que peut-être c'est un investissement à long terme qui est coûteux, mais à long terme, ça va être favorable et aussi pour le bien-être de notre planète. Il y a des pays qui restent très dépendants au gaz, hein, je pense à l'Allemagne, à l'Italie qui risque d'être en difficulté puisque le GNL risque de manquer. Il y a aussi des actions à prendre en la matière, une solidarité européenne à mettre en place. C'est exactement ce que je voulais dire. Je crois que là aussi, comme sur beaucoup d'autres sujets, en fait, notre salut, si je peux dire de cette façon-là, c'est effectivement dans l'Union. Il faut que les pays de l'Union européenne soient solidaires parce que ce sera ça la solution. On a des ressources, on a des solutions, mais il faut que l'Europe fonctionne. Alors, Madame Wissler-Ima, vous êtes du Parti populaire européen, on le disait, comme le chancelier Friedrich Merz, qui est en vraie rupture avec Angela Merkel, qui l'a précédée donc à la chancellerie, puisqu'il s'inquiète haut et fort d'une immigration incontrôlée en provenance de l'Iran, craignant un scénario syrien, dit-il. C'est pas un peu prématuré comme réflexion ? Vous savez, la politique intérieure de certains pays pose problème aux différents partis démocratiques dans ce pays. Et la CDU et la CSU sont des partis démocratiques qui affrontent une AfD, un parti d'extrême droite. En Allemagne ? En Allemagne, qui pose énormément de problèmes, notamment sur le thème de la migration. J'ai beaucoup admiré Mme Merkel quand elle a dit « Wir schaffen das », nous réussirons. C'était quand nous avions tous ces personnes qui fuyaient la guerre à nos frontières, derrière des barbelés, et elle a dit « nous allons réussir à aider ces personnes ». Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'AfD gagne à chaque élection des points, donc ce parti d'extrême droite, et il faut que les partis démocratiques sachent répondre à cette montée. Et que donc il y a justement parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Allemagne et qu'il faut gérer cela, le chancelier Merz n'est pas dans une position facile. Maintenant, notre Union européenne a vocation à, quand il y a une guerre, quand il y a des gens qui fuient la guerre, à être capable de donner asile. C'est justement aussi pour cela qu'il faut régler l'immigration, et on l'a fait avec notre pacte migratoire durant la législation précédente. Et il faut trouver le chemin de continuer d'une manière très raisonnable et très humaine. Et c'est pour avoir aussi la possibilité, quand il y a vraiment des personnes en danger, comme quand il y a une guerre, pour pouvoir leur donner asile. Justement, Javier Moreno-Sanchez, la tendance en Europe est plutôt au durcissement de la politique migratoire. Est-ce que l'Europe de 2026 saurait encore accueillir des réfugiés iraniens si la question se posait? Alors, justement, vous dites des réfugiés, parce que ceux qui, justement, appuient la guerre doivent penser que ça peut être des conséquences. Il y a le risque qu'il y ait un afflux effectivement de réfugiés qui vont demander l'asile dans nos pays. La question, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce n'est pas la première fois. On a eu la Syrie, Isabelle le disait, on a eu l'Afghanistan en 2021, on a eu l'Ukraine. À l'Ukraine, on a activé la directive de protection temporaire. Est-ce que nos amis iraniens qui fuient le régime et la guerre, est-ce qu'on va leur accorder cette directive de protection temporaire? Vous y seriez favorable? On l'a pas fait en Syrie, on l'a pas fait pour l'Afghanistan. Pourtant, nous, on l'avait demandé. Pour les Ukrainiens, on l'a fait. Mais s'ils viennent, il faudra les protéger. Alors, tout autre sujet intéressant tout de même, la question, effectivement, à travers l'Europe, de ce niveau d'alerte face aux risques terroristes qui est relevé aujourd'hui avec ce qui se passe en Iran, parce qu'on pourrait être une victime collatérale de ce conflit, nous les Européens.
puisque l'Iran est considéré comme un centre de terrorisme international. Quel est le danger ? Je crois que le danger du terrorisme, il est là depuis très longtemps. Vous l'avez dit, vous l'avez vraiment dit là maintenant, l'Iran est un centre de terrorisme. Il l'a envoyé dans le monde et on a des attentats un peu partout, pas seulement en Europe, mais aussi en Asie, et aussi aux États-Unis. Ce risque, il est constant et nos services secrets, nos services de sécurité en sont bien conscients. Et trop souvent, on a minimisé le rôle de ces services. Ils sont bien conscients. Il faut savoir que ce n'est pas subsidiaire qu'on ait ces services. Parce que le risque est là. Parce que justement, on n'a pas partout dans le monde des régimes démocratiques et des régimes qui ne sont pas malins, si je peux, dans le sens de néfastes, et qui vraiment cherchent à détruire nos démocraties par la violence. Javier Moreno-Sánchez, vous pensez que l'Europe pourrait être visée alors que des États comme l'Espagne ont pris parti contre le conflit et qu'elle est globalement restée dans une position, on va dire, dans une forme de neutralité, mais l'Iran pourrait considérer qu'elle est partie dans le conflit ? Tout à fait. Là, je rejoins Isabelle. Le terrorisme est latent. C'est vrai que ces dernières années, par chance, on n'en parle plus tellement, mais il est là. Et il faut apprendre les leçons de l'histoire. La guerre d'Irak, qu'est-ce que ça donnait ? Rappelez-vous les attentats de Madrid en 2004, ensuite à Londres, à Paris. Donc, cette guerre, enfin, ça n'aide pas. Donc, mais c'est clair qu'on doit être vigilant et on n'en parle pas tellement pour le moment, mais il faut réactiver toutes les précautions, tous les plans antiterroristes qu'on a dans nos villes, parce que c'est vrai que c'est un risque. C'est un risque et cette provocation avec cette guerre, ça risque d'activer beaucoup plus le terrorisme qui, comme dit Isabelle, est latent. Merci d'avoir très bien illustré le débat sur ce conflit dont on aura l'occasion de reparler sur nos antennes, bien sûr. Merci à tous et bonne suite de programmes sur nos chaînes. Merci à vous. Merci. Merci.